Je pensais avoir tout bien ficelé, un bon poste, une jolie maison, une femme qui disait toujours ce qu'il fallait. Mais en vrai, j'avais rien du tout. Elle trébuchait sur les petites choses, et elle m'a trompé. Le jour où ma femme est rentrée de son déplacement pro et qu'elle a trouvé une inconnue en train d'ouvrir notre porte, elle a compris que toute sa vie avait été réécrite dans son dos. C'est pas une banale histoire d'infidélité. Quand elle a enfin tout compris, elle se tenait au milieu des cendres de tout ce qu'elle avait aimé, pendant que moi, je m'en allais sans une égratignure. Si vous pensez que la vengeance est lente, froide et brutale, vous n'avez encore rien entendu. Allez, on y va. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage ce jour-là. Je n'étais même pas là en personne, mais quand elle me l'a raconté plus tard, je l'ai vu comme si j'y étais, une scène gravée dans ma tête comme un film. C'était un jeudi après-midi encore doux. Début septembre. Vous savez, ce genre de temps où le soleil chauffe encore un peu mais où l'air commence à piquer. Les feuilles commençaient à tomber dans l'allée, joli temps qu'on ne pense pas au ramassage qui arrive. Ma femme rentrait d'un déplacement de 5 jours à Lyon. Elle était crevée, tirant derrière elle sa petite valise bleue, les roulettes grinçant sur les pavés inégaux de l'allée que je promettais toujours de refaire mais que je n'ai jamais fait. Elle est arrivée devant la porte, a fouillé dans son grand sac fourre-tout qu'elle trimballait partout, celui qu'elle jurait indispensable parce qu'il contenait tout. Ça lui a pris un moment, jonglant entre la poignée de la valise et le bazar, trousse de maquillage, ticket de caisse, moitié de pharmacie, j'imagine. Elle a fini par trouver sa clé. Celle qu'elle utilisait depuis des années. Elle l'a glissée dans la serrure, a tourné, et rien. Elle a froncé les sourcils, sûrement en se disant qu'elle était fatiguée, que sa main tremblait, que la serrure était grippée après l'orage de la veille. Elle a réessayé. Plus fort. Toujours rien. Pas même un déclic. La clé n'entrait plus. Comme si elle essayait d'ouvrir la maison de quelqu'un d'autre. Elle a reculé, perdue. A levé les yeux, 12 rue des Lilas, toujours le même numéro. La petite lampe de Porsche toujours de travers depuis que je l'avais accrochée l'hiver dernier. Le même vieux banc en bois, les mêmes pots de fleurs ébréchés qu'elle n'avait jamais changé. La même maison. Sauf que la clé ne marchait plus. Pensant à une panne ou un problème, elle a appuyé sur la sonnette. Elle s'attendait sans doute à me voir arriver, sourire jusqu'aux oreilles, faire genre c'était une blague. J'entendais déjà sa voix dans ma tête, « Chérie, c'est pas drôle, ouvre. » Sauf que ce n'était pas moi qui ai ouvert. C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. La trentaine, cheveux châtains attachés en queue de cheval un peu lâche, t-shirt délavé et jean, l'air de quelqu'un qui vient de courir après un gamin. Ce qui était le cas, un petit garçon était accroché à sa hanche, un vieux camion jaune en plastique dans la main. La femme l'a regardé comme si c'était elle l'intruse. Une vendeuse de fenêtres ou une témoin de Jéhovah. L'air était lourd, gêné. Ma femme, toujours agrippée à sa valise comme à une bouée, a cligné des yeux et a lâché. « Vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous faites chez moi ?» La femme l'a dévisagée, mi-gênée, mi-méfiante. Elle a calé le petit sur sa hanche et a répondu doucement. « Madame, je crois qu'il y a erreur. C'est nous les nouveaux propriétaires. » Ma femme l'a fixée, persuadée d'avoir mal entendu. La femme a continué, presque désolée. « On a acheté la maison il y a 1 mois. On a emménagé la semaine dernière. Le précédent proprio a dit que c'était une vente rapide. Désolé, il vous a pas prévenu ? » Elle l'a dit comme on parle d'un oubli de facture EDF ou d'un problème de courrier. Comme si ça n'était pas un couteau qu'on lui plantait dans le ventre. Ma femme a dû essayer de répondre, de dire que c'était impossible, qu'il y avait erreur. Mais la femme a juste fait ce petit sourire crispé qu'on fait quand on veut pas que ça dégénère. Elle a disparu une seconde dans la maison, le gamin toujours collé à elle, et elle est revenue avec une chemise cartonnée beige. « Tenez », a-t-elle dit en la lui tendant. « Le précédent propriétaire a laissé ça pour vous. Il a dit que vous passeriez peut-être. » Et puis elle a refermé la porte. Pas violemment. Pas méchamment. Juste, fin de la conversation. Ma femme est restée plantée là, sur le perron. La chemise cartonnée pendait au bout de son bras. La maison dans laquelle elle croyait vivre, notre maison, appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Ses jambes ont lâché sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'est écroulée sur les marches, la valise renversée à côté d'elle dans un bruit creux. Elle s'est évanouie. Là, sur le paillasson où notre nom était encore brodé. Enfin, où il l'avait été.
Les voisins ont dû voir, mais ici les gens n'aiment pas se mêler. On se sourit, on se fait signe en tondant la pelouse, mais poser des questions quand quelqu'un s'évanouit sur son propre perron, non merci. Quand elle est revenue à elle, ça, c'est pour la suite. Mais cet instant? Cette seconde où la clé n'a pas tourné, où la porte s'est ouverte sur une inconnue avec un enfant dans les bras. C'est là que sa vie s'est cassée net, comme une branche sèche sous le pied. Quand elle a repris connaissance, elle s'est redressée lentement, l'impression que le monde penchait sur le côté. La tête lui tournait, la bouche pâteuse, goût de poussière et de vieux café. Elle a frotté ses mains pour enlever les graviers et les feuilles mortes, et s'est rendu compte qu'elle serrait toujours la chemise cartonnée que l'inconnu lui avait donnée. Elle n'était pas cachetée. Juste le rabat glissé à l'intérieur. Elle l'a ouverte et en a sorti le contenu. Pas grand-chose. Une seule feuille blanche. Au milieu, en gros caractères noirs. Fidélité. Pas de bonjour, pas d'explication, pas de signature. Juste ce mot, comme une gifle. Scotché en haut à droite de la feuille, une clé. Petite. Argentée. Un peu usée, comme si elle avait traîné des années sur un trousseau. Pas de porte-clés fantaisie. Juste un numéro gravé, 217. Elle l'a fixé longtemps, clignant des yeux, espérant que le reste des réponses allait apparaître. Rien. Elle a fouillé dans son sac, sortant ticket, baume à lèvres, carte d'embarquement, jusqu'à trouver son téléphone. 82% de batterie. Largement assez. Elle a composé mon numéro sans réfléchir. Ça a sonné. Une fois. 2 fois. 3 fois. Répondeur. Elle a raccroché, rappelé. Cette fois, direct répondeur. Ma voix habituelle, salut, c'est moi. Laisse un message, je te rappelle. 3e tentative. Pareil. Comme crier dans un puits vide. La panique a commencé à grignoter les bords de sa tête. Elle a rappelé, serrant le téléphone jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Rien. Elle a laissé un message, la voix tremblante. C'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je comprends pas ce qui se passe. Je t'en supplie. Elle a raccroché et est restée là, sur les marches, le vent d'automne jouant avec ses cheveux, soulevant le coin de la feuille. À l'intérieur, le petit garçon pleurait. La voix douce de la femme essayait de le calmer. Sa maison, celle qu'elle avait décorée pendant des années, pour laquelle elle avait économisé, dans laquelle elle avait mis tout son cœur, appartenait maintenant à une autre famille. Elle a regardé la clé encore une fois. Le 217 brillait sous le soleil. Un box de stockage. Ça ne pouvait être que ça. Elle connaissait le centre de self-stockage en bordure de la Nationale 19, celui coincé entre l'ancienne station-service abandonnée et un magasin de pneus fatigués. L'endroit existait depuis toujours, avec ses grilles rouillées et son panneau, premier mois gratuit 6 paiements comptants. Elle savait que cette clé ouvrait là-bas. Elle le sentait dans ses tripes. Mais pendant quelques minutes, elle n'a pas bougé. Elle n'était pas prête. Pas prête à découvrir ce qui l'attendait derrière cette serrure. Elle a encore essayé de m'appeler. Cette fois, même pas le répondeur. Appel rejeté. Comme si j'avais bloqué son numéro. Comme si le fil entre nous avait été tranché net, sans un mot, sans prévenir. Elle est restée là, tête dans les mains, à essayer de tenir le coup. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, elle était trop sonnée, trop vidée. Une autre voiture s'est garée dans l'allée derrière elle, un SUV gris métallisé qu'elle ne connaissait pas. Un ado en est descendu, écouteurs dans les oreilles, ballon de basket sous le bras. Il ne l'a même pas regardée, et monté sur le perron en passant à côté d'elle comme si elle était transparente. Comme si elle n'existait plus. Il a secoué la poignée. La femme à l'intérieur, la nouvelle proprio, a crié, c'est ouvert, et il est entré sans un regard. C'était le coup de grâce. Elle s'est relevée sur des jambes tremblantes, a attrapé sa valise. Elle n'a même pas épousseté son pantalon, pas arrangé ses cheveux. Elle n'avait plus ça en elle. Elle a glissé la chemise cartonnée sous son bras, remis la feuille et la clé dedans, et a descendu les marches comme si elle marchait dans de la boue. Chaque pas faisait mal d'une façon qu'elle n'avait pas de mots pour décrire. Elle est arrivée au trottoir, traînant sa valise comme un boulet. Elle a sorti son téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué. Aucun message.
Le silence bourdonnait plus fort que n'importe quelle alarme. Elle est restée là 1 minute, l'esprit vide, puis a rejoint sa voiture garée le long du trottoir. Elle s'est installée, a jeté la chemise sur le siège passager, et est restée immobile avant de tourner enfin la clé de contact. Tout ce qu'elle avait, c'était un mot qu'elle ne comprenait pas, et une clé ouvrant une porte qu'elle redoutait d'ouvrir. Et quelque part, moi, j'attendais. Ou peut-être même plus. Elle n'a pas traîné après ça. Dès qu'elle a quitté le quartier, elle a entré l'adresse du centre de stockage dans son GPS. C'était en bordure de la Nationale 19, derrière une station-service à l'abandon et un ancien magasin d'appât qui n'avait plus vendu un verre depuis 10 ans. Le trajet n'était pas long, 15 minutes peut-être, mais pour elle ça a dû sembler une éternité. À chaque kilomètre, son cerveau tournait plus vite. La chemise. Le mot fidélité qui lui brûlait encore la tête. La clé qui cliquetait dans le vide-poche à chaque KO. Elle vérifiait son téléphone à chaque feu rouge, espérant que j'allais rappeler. Espérant que c'était une erreur, une mauvaise blague. Mais l'écran restait désespérément noir tout le trajet. Quand elle s'est garée sur le parking de gravier, l'endroit était encore plus triste que dans son souvenir. Des rangées de portes oranges cabossées, la peinture qui s'écaillait. Un distributeur cassé qui bourdonnait près du bureau d'accueil. Un petit drapeau français tout délavé pendait mollement en mât. Les mains tremblantes, elle a sorti la clé de son sac et l'a regardée encore. Box 217. Elle est descendue. Le gravier a crissé sous ses chaussures. Un chien a aboyé une fois au loin puis s'est tu. L'air sentait le métal chaud et le béton humide. Il lui a fallu quelques minutes pour trouver le bon box. Une allée, un virage, et voilà. Le cadenas était neuf. Brillant, presque incongru contre la porte rouillée. Elle a glissé la clé, tourné. Ça s'est ouvert sans effort. Comme si la serrure l'attendait. Elle a soulevé la porte. Le métal a gémi fort, l'écho a couru le long des allées. À l'intérieur, l'air était lourd, poussiéreux, chargé d'odeurs de carton, de bois vieux et d'autres choses qu'elle n'arrivait pas à identifier. L'odeur de la fin d'un chapitre qu'on n'avait pas vu arriver. Elle est entrée et a regardé. Tout y était. Chaque morceau de sa vie. Des cartons empilés proprement, des bacs plastiques avec étiquettes scotchées, son fauteuil de lecture préféré enveloppé dans du film plastique. Ses vêtements encore pliés dans des paniers à linge. Une rangée de chaussures alignées contre le mur du fond, des baskets usées aux escarpins noirs qu'elle gardait pour les grandes occasions. Ses albums de promo du lycée. La couverture jaune moche que sa grand-mère avait tricotée. Même les décorations de Noël qu'on s'était disputées pendant des années. Elle a avancé, les pas étouffés sur le béton. Pas 1 cm² de perdu. Quelqu'un avait passé la maison au peigne fin, pris tout ce qui était à elle, et l'avait déposé là, sans un mot. Au milieu du box, une vieille table pliante en métal. Et dessus, bien en évidence, un cadre photo. Elle connaissait ce cadre. Bois marron bas de gamme, acheté chez Action ou Jiffy, 5 € grand max. Elle l'a pris, les mains tremblantes. La photo était pire que n'importe quel coup de poing. Elle était là à ma femme dehors, peut-être sur un parking ou derrière un immeuble, les bras autour d'un homme. Son assistant. Le même jeune gars qu'elle présentait toujours comme un petit frère. Celui qu'elle m'avait présenté à la soirée de fin d'année de l'entreprise il y a 2 ans, avec son grand sourire innocent. Sur la photo, il ne se contentait pas d'être proche. Ils étaient collés. Ses lèvres écrasées contre les siennes. Sa main sur son torse. La sienne à lui, très bas dans son dos, la serrant contre lui. Ce n'était pas un baiser amical ou un bisou sur la joue. C'était le genre de baiser qu'on donne quand on pense que personne ne regarde. Mais quelqu'un avait regardé. Quelqu'un avait immortalisé le moment et l'avait encadré. Elle est restée longtemps à fixer la photo. Assez longtemps pour que ses yeux se brouillent et que ses mains se mettent à trembler. Tout s'est mis en place d'un coup. Les excuses bidons. Les heures sup au bureau. Les déplacements qui duraient toujours un peu plus longtemps que prévu. Tout. Elle a reposé le cadre sur la table comme s'il la brûlait. Il est tombé face contre table avec un petit bruit sourd. Autour d'elle, les murs du box semblaient se refermer. Elle a reculé jusqu'à heurter un carton, une main sur la poitrine comme pour retenir son cœur qui menaçait de tomber. Toutes ces années. Toutes ces promesses. Empaquetées soigneusement et enfermées dans un cube de béton avec une porte roulante.
Étiqueté. Stocké. Oublié. Comme elle. Elle n'a même pas envisagé de retourner à la maison. Il n'y avait plus de maison à proprement parler. Pas quand une inconnue avait ouvert la porte et lui avait rendu sa vie dans une chemise cartonnée. Alors elle a fait ce que n'importe qui aurait fait quand le sol se dérobe, elle a roulé. Sans but précis. Sans destination. Juste elle et le ronronnement de la route, direction les sur la 6, poursuivant les dernières lueurs du jour. Au bout d'un moment, les panneaux d'autoroute se sont mélangés, le voyant essence s'est allumé. C'est là qu'elle a repéré un de ces vieux motels des années 80, celui dont la peinture n'a plus été refaite depuis Giscard. Enseigne au néon qui clignote, la moitié des lettres mortes. Motel des Platanes, enfin, plutôt, hôtel des Latanes. Elle s'est garée sur le parking de gravier, écrasant des bouteilles de bière et des mégots, sous un projecteur cassé qui grésillait dangereusement. L'accueil sentait le café brûlé et l'eau de javel. Le type derrière le comptoir n'a presque pas levé les yeux de sa petite télé noir et blanc. Il a fait glisser une vraie clé métallique chambre 12, rez-de-chaussée, tout au fond. Elle a payé en liquide. N'a même pas demandé de ticket. Elle a traîné sa valise sur le bitume fissuré, ouvert la porte. C'était exactement ce à quoi on s'attend. 2 lits jumeaux fatigués sous des couettes vertideuses. Une table de nuit bancale avec une lampe collante. Une photo de montagne jaunie accrochée de travers au-dessus du lit. La moquette râpée, qui faisait un bruit spongieux sous les pieds. Et dans le coin, un vieux ventilateur de plafond qui tournait mollement en grinçant comme une guêpe agonisante. Elle n'a même pas allumé la lumière. Elle a lâché la valise près de la porte et s'est écroulée sur le premier lit. Toujours dans les mêmes vêtements et jeans de la veille, chemisier froissé qui sentait l'aéroport et le parfum bon marché, elle a enfoui son visage dans l'oreiller bosselé et a pleuré. Pas fort. Pas comme dans les films. Pas de hurlements, pas de gros sanglots théâtraux. Juste le genre de larmes silencieuses qui coulent quand on n'a plus la force de lutter. Des larmes chaudes qui trempaient l'oreiller jusqu'à le rendre humide et inconfortable, mais elle n'avait plus l'énergie de bouger. Elle est restée comme ça des heures. Ou peut-être des minutes. Le temps n'avait plus beaucoup de sens. Elle fixait le ventilateur, le regardait tourner, tourner, tourner. Son vieux moteur couinait tous les 3 tours, comme une horloge qui décompte quelque chose qu'elle ne pouvait plus arrêter. Son cerveau tournait aussi vite. Comment avait-il su? Depuis quand? Depuis combien de temps préparait-il ça? Elle repensait aux derniers mois. Aux petits changements qu'elle n'avait pas vus sur le moment mais qui maintenant lui sautaient aux yeux comme des gyrophares. La façon dont j'avais arrêté de demander quand elle rentrerait. La façon dont la maison semblait plus froide, plus vide, même quand on était là tous les deux. La façon dont j'avais cessé de plaisanter avec elle, de lui prendre la main quand on faisait les courses. La façon dont je la regardais parfois, pas en colère, pas blessée, juste, comme si je ne la voyais plus. Sur le moment, elle s'était dit que c'était le boulot, le stress. Qu'un mariage connaît des passages difficiles. Que ce n'était rien. Mais là, allongée dans un motel paumé en bordure d'autoroute, avec pour tout bagage une valise contenant les restes de sa vie d'avant, elle comprenait à quel point elle avait été naïve. J'avais su. Depuis longtemps. Et pendant qu'elle se croyait maligne, discrète, avec ses petits mensonges et ses petites excuses, moi, je construisais autre chose. Un plan. Un adieu dont elle ne reviendrait pas. Elle s'est essuyé le nez sur la manche de son chemisier et s'est mise sur le dos. Les ressorts du matelas ont gémi. La chambre paraissait immense et vide, comme un tombeau. Juste elle, le bourdonnement du néon dehors, et ce foutu ventilateur qui découpait l'obscurité en cercles lents et réguliers. Elle a pensé à rappeler. Une dernière fois. Juste pour entendre la sonnerie. Juste pour espérer. Elle a pris son téléphone sur la table de nuit et écran fêlé, batterie faible et a fixé mon nom dans les contacts. Aucun appel manqué. Aucun message. Elle n'a pas appelé. Pour la première fois, elle a compris que le silence n'était pas un accident. C'était une partie du plan. Elle s'est recroquevillée sur le côté, genoux contre la poitrine, essayant de se faire assez petite pour disparaître. Elle n'a pas fermé les yeux. Elle n'a presque pas cligné. Elle est restée là, à fixer le ventilateur, sentant qu'il découpait l'air vicié, se demandant si elle tournait encore elle aussi. Ou si elle était enfin, vraiment, terminée. Le matin est arrivé, qu'elle le veuille ou non. Elle n'avait pas vraiment dormi. Juste fixé le plafond toute la nuit,
sentant les heures râper comme du papier de verre. Quand la lumière grise a commencé à passer à travers les rideaux défraîchis, elle a compris qu'elle ne pouvait plus se cacher. La vie ne s'arrête pas parce que la vôtre vient d'exploser. Elle s'est levée, s'est passé de l'eau sur le visage, a passé les doigts dans ses cheveux, et s'est traînée au bureau comme on enfile un déguisement. Le même open space. Les mêmes cloisons grises fatiguées. La même odeur de café brûlé et de désodorisant bon marché. Tout lui semblait faux, comme si elle n'avait plus sa place, mais personne ne s'en est rendu compte. Elle s'est forcée à sourire, à saluer les gens dans les couloirs, à s'asseoir à son poste comme si de rien n'était. Comme si son monde n'avait pas été retourné la veille. Elle fixait son écran, faisait semblant de travailler. Tapait quelques lignes de mail, les effaçait. Ouvrait des tableaux Excel sans les lire. Décrochait le téléphone 2 ou 3 fois avec une voix faussement enjouée qui lui écorchait la gorge. Surtout, elle attendait. Un SMS. Un appel. N'importe quoi. Mais le téléphone restait muet. Comme la veille. Comme il le resterait. Vers midi, la tête lui tournait, l'estomac noué en 100 nœuds. Elle s'est dit qu'après le déjeuner elle irait prendre l'air, rouler un peu, respirer. Ce plan s'est écroulé dès qu'elle a entendu les roulettes. Un livreur est entré par les portes vitrées, jeune gars en polo froissé de l'entreprise, un gros bouquet de lys dans une main et une enveloppe blanche épaisse dans l'autre. Il s'est arrêté à l'accueil et a demandé après elle par son nom. La réceptionniste, une blonde nommée Sandrine qui adorait les potins de bureau plus que tout, a crié à travers l'open space. Eh ben dis donc! On a un admirateur secret. Elle souriait comme si c'était Noël. Les têtes se sont tournées. Les petits rires ont fusé. Il lui a fallu tout son courage pour plaquer un sourire et aller chercher le bouquet. Elle a pris les lys blancs éclatants dans leur papier craft vert rigide et l'enveloppe. Le livreur a touché sa casquette et est parti avant qu'elle puisse poser une question. Sandrine s'est penchée par-dessus le comptoir, hilar. Quelqu'un t'aime, on dirait, a-t-elle lancé assez fort pour que la moitié de l'étage entende. Si elle savait. Ma femme a marmonné un merci qu'elle ne pensait pas, et retourné à son bureau, les joues en feu. Elle a posé les fleurs, les a fixées comme si elles allaient la mordre. Puis elle a pris l'enveloppe. Plus lourde qu'elle ne l'aurait cru. Épaisse. Sérieuse. Pas d'expéditeur. Juste son prénom et son nom, écrit proprement à l'encre noire. Pas de « bisous », pas de « de la part de ». Juste son nom, comme sur une pierre tombale. Elle l'a ouverte lentement, les mains si tremblantes qu'elle a failli déchirer le coin. À l'intérieur, les papiers de divorce. Déposés. Signés. Chaque page nette, froide, pleine de mots qu'elle ne voulait pas lire mais qu'elle ne pouvait pas éviter. Dissolution du mariage, partage des biens, fin de la communauté. Toutes les manières de mettre fin à quelque chose qu'elle croyait indestructible. Et glisser tout en haut, une petite note manuscrite. Papier blanc, mon écriture claire et simple. Un seul mot. Amour. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pas d'accusation. Pas de cri. Juste ce mot. Comme le mot fidélité la veille. Un mot pour clore un chapitre. Un mot pour enterrer toute une vie. Ses mains tremblaient encore plus fort. Elle a fermé les yeux une seconde, mais le monde continuait de tourner. Elle est restée là, sentant la réalité froide s'installer. C'était fini. Je ne bluffais pas. Je n'attendais pas de discussion. Je ne donnais pas de seconde chance. C'était le deuxième message, et il était définitif. Autour d'elle, le bureau continuait son ronron, téléphone, clavier, quelqu'un qui riait près de la photocopieuse. Personne ne savait qu'assise à son poste, serrant cette enveloppe blanche ridicule, elle regardait toute sa vie lui filer entre les doigts comme de l'eau. Les lys sentaient trop fort. Écœurant. Poisseux. Elle les a poussés sur le côté et a enfoui l'enveloppe dans son sac, sous les papiers et les tickets, comme si elle pouvait la cacher d'elle-même. Mais elle ne pouvait pas. C'était gravé dans sa tête maintenant. Il y a 2 jours, elle avait une maison. Elle avait un mariage. Elle avait un avenir. Maintenant elle avait un box rempli de souvenirs, une clé de motel dans la poche, et un jugement de divorce dans les mains. Tout bien emballé. Sans cri. Sans bagarre. Juste le silence. Et 2 petits mots qui disaient tout.
Fidélité. Amour. Et l'absence assourdissante entre les deux. Elle a dit à son chef qu'elle ne se sentait pas bien, la voix qui se brisait, à deux doigts de craquer, a appris ses affaires. N'a même pas éteint son ordinateur. N'a dit au revoir à personne. Elle est sortie en courant comme si le bâtiment était en feu, serrant son sac et ce bouquet de lys sous le bras. Dehors, le soleil tapait sur les pare-brises, brûlant, aveuglant. Elle a galéré avec ses clés, ouvert la portière, s'est jetée derrière le volant. Un seul endroit en tête, la banque. Elle a démarré en trombe, faisant voler la poussière, a pris la départementale sans se soucier des limitations, sans se soucier des klaxons quand elle doublait sans visibilité. Son corps fonctionnait à la panique pure maintenant. Celle qui couvre tout le reste. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine que ça faisait mal. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait déjà. Mais elle devait le voir de ses yeux. La banque était au coin de la rue Gambetta et de la rue de la République. Petit bâtiment en briques rouges avec un store blanc défraîchi. Quelques voitures sur le parking, une dame qui chargeait ses courses, un type en bleu de travail au guichet drive. Elle s'est garée en biais, n'a même pas rectifié. A pris son sac, claqué la portière, monté les marches en courant. À l'intérieur, la clim l'a frappée, avec cette odeur familière de moquette nettoyée et d'encre. L'endroit était calme, juste un murmure de conversation avec les guichetiers. Elle est allée droit sur le premier guichet. Une jeune femme aux cheveux bruns tirés en chignon impeccable lui a souri poliment. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ?» Les mains tremblantes, elle a fait glisser sa carte d'identité. « Je voudrais vérifier mes comptes. Épargne. Courant. Tout. » Bien sûr, a répondu la guichetière en tapant sur son clavier. Un instant, s'il vous plaît. Les secondes ont paru des heures. La guichetière a froncé les sourcils, cliqué encore, plus vite. « Madame ?» a-t-elle dit d'une voix soudain prudente, comme si elle parlait à quelqu'un qui tient une grenade dégoupillée. Il semble qu'il n'y ait plus rien sur le compte courant. Ni sur l'épargne. Les deux soldes sont à 0. Ça l'a giflé. 0. 0. 0. C'est impossible, a-t-elle soufflé, la voix brisée. Vous pouvez revérifier ? Il y a forcément une erreur. La guichetière s'est mordu la lèvre, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé, madame. Les comptes ont été vidés hier matin. Hier matin. Avant même qu'elle rentre en ville. Avant l'inconnu à la porte. Avant le box. Tout avait été minuté. Préparé. Elle s'est accrochée au comptoir, les jointures blanches. Et le coffre ? A-t-elle murmuré. La guichetière a tapé encore. Il a été clôturé hier aussi. Autorisation signée. Tout le contenu a été retiré. Ma femme l'a fixé sans voix. Tous les objets qu'elle pensait avoir en sécurité, les bijoux de sa grand-mère, son passeport, l'argent liquide de secours, tout avait disparu. Je veux voir le directeur, a-t-elle dit, les mots sortant en vrac. La guichetière a hoché la tête et est partie chercher le responsable. Elle est restée là, serrant son sac contre elle comme un bouclier. Dedans, une enveloppe froissée. Les papiers de divorce. Un reçu de fleuriste. Et la clé d'un box rempli de ce qui lui restait au monde. Le directeur est arrivé, un homme corpulent au visage gentil qui pensait sans doute gérer un banal vol d'identité. Il lui a souri, lui a proposé de tout revoir ensemble. Lui a expliqué que tout avait été fait dans les règles. Virements autorisés. Signature conforme. Elle entendait à peine. Ses oreilles bourdonnaient. Elle a hoché la tête aux bons endroits, signé ce qu'il fallait signer, et est ressortie sur le parking. Le soleil l'a frappée comme un marteau. Brûlant. Implacable. Elle a cligné des yeux rapidement. Par réflexe, elle a sorti son téléphone. Toujours aucun message. Aucun appel manqué. Elle s'est assise dans la voiture, moteur tournant, et a fixé le parking vide devant elle. C'est là que ça s'est vraiment imposé. Il ne restait plus rien. Pas de maison. Pas d'argent. Pas d'avenir. Juste une clé ouvrant un box poussiéreux. Et une facture de motel qui tournait à l'heure. C'est tout ce que je lui avais laissé. Et c'est tout ce qu'elle avait désormais. Elle a essayé de tenir le coup la première semaine.
De faire semblant que tout allait bien alors que rien n'allait. Elle continuait à venir au bureau, s'asseyait à son poste, répondait aux mails, déplaçait des piles de dossiers, espérant que personne ne verrait les fissures. Mais les gens voient. Toujours. Ses sourires étaient plus minces. Sa voix tremblait même quand elle essayait de la contrôler. Elle se déplaçait plus lentement, comme si tout pesait le double. La plupart des collègues gardaient leur distance, petit salut poli, bonjour sans chaleur. Mais on sentait le changement, la pièce devenait un peu plus silencieuse quand elle passait. Les conversations s'arrêtaient net quand elle était à portée d'oreille. Ça ne pouvait durer qu'un temps. Une semaine après la livraison des fleurs, juste quand elle commençait à croire qu'elle pourrait peut-être remonter la pente, son directeur l'a fait appeler dans son bureau. Grand bureau d'angle, fauteuil en cuir, store en bois précieux. Elle avait toujours été fière d'y entrer. Maintenant son estomac se nouait tellement qu'elle pensait vomir. Il n'a pas levé les yeux quand elle est entrée. Juste assis derrière son bureau, main jointe, l'air plus fatigué qu'en colère. Fermez la porte. Elle l'a fait. Le claquement a résonné trop fort. Il lui a indiqué le fauteuil en face. Elle s'est assise, lissant sa jupe d'une main tremblante. Il n'a rien dit tout de suite. Il a juste fait glisser une chemise cartonnée vers elle. Son cœur s'est arrêté. Elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Lentement, comme si elle ouvrait un cercueil, elle a soulevé le rabat et a jeté un œil. C'était bien ça. La même photo que dans le box. Elle et son assistant, figés en plein baiser, bras enlacés, lumière crue. Impossible de nier. Impossible de se cacher. Elle a levé les yeux vers son directeur, mais il ne la regardait pas. Il fixait la skyline de la Défense par la fenêtre, comme s'il ne supportait pas de la voir se tortiller. C'est arrivé par courrier, a-t-il dit d'une voix plate. Pas d'expéditeur. Pas de mots. Elle a dégluti, la gorge sèche comme du papier de verre. A-t-elle commencé, mais il a levé la main pour la couper. Je n'ai pas besoin d'explication. Et franchement, je n'en veux pas. Il s'est renversé dans son fauteuil, se massant le front comme si tout ça lui donnait la migraine. Vous avez été précieuse ici. Jusqu'à maintenant. Mais ça met l'entreprise dans une situation délicate. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il a soupiré. Voilà ce qui va se passer, a-t-il dit. Vous allez démissionner. Discrètement. Aujourd'hui. Il a fait glisser une autre enveloppe. Les papiers de démission. Déjà remplis. Il ne restait plus qu'à signer. Ce sera plus simple pour tout le monde. Pas de scandale. Pas de licenciement. Vous partez la tête haute. Et lui ? A-t-elle demandé dans un souffle. Il l'a regardé enfin. Aucun apitoiement dans ses yeux. Votre assistant ? A-t-il dit. Déjà parti. Elle a tressailli comme si on l'avait giflé. Viré ce matin, a-t-il ajouté. Tolérance zéro. Il n'a pas eu besoin de le dire, le message était clair. Tu as fait ton bordel. Maintenant assume. Elle a fixé les papiers de démission devant elle, le stylo posé à côté. Pas de négociation. Pas de combat. Juste signer et disparaître. Sa main tremblait quand elle a pris le stylo. Dans un coin de sa tête, les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas une série de catastrophes aléatoires. C'était chirurgical. Précis. Volontaire. Je n'avais pas seulement pris la maison. Ou l'argent. Ou le mariage. J'avais vidé sa vie de l'intérieur, méthodiquement, ne laissant rien debout. Le box. Les papiers de divorce. Les comptes vidés. Et maintenant ça, le dernier clou, lui retirer son travail et le peu de dignité qui lui restait. Elle a signé, la main à peine capable de tenir le stylo. A rendu les papiers sans croiser son regard. La sécurité va vous raccompagner, a-t-il dit doucement. Elle s'est levée, les jambes en coton, a pris son sac. Les listes que j'avais envoyées étaient encore là, fanées sur son bureau quand elle est passée devant. Elle n'a même pas tourné la tête. 2 agents de sécurité grands, en vestes assorties l'ont encadrée pendant qu'elle traversait l'open space pour la dernière fois. Personne ne lui a dit au revoir. Personne ne l'a regardé dans les yeux. Elle était déjà un fantôme.
Quand elle est sortie sur le parking, la chaleur lui a sauté au visage. Le ciel était d'un bleu dur, implacable. Le genre de journée qu'on trouverait belle, si on ne savait pas. Elle est restée là 1 minute, clignant des yeux dans le soleil, essayant de comprendre où aller. Ce qu'elle allait faire. Elle n'avait plus de maison. Plus d'argent. Plus de travail. Juste la voiture sous ses pieds et ce qui restait dans cette chambre de motel miteuse. Et peut-être, si elle était honnête, même plus elle-même. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la rage. C'était une purge. Et elle était totale. 4 mois ont passé comme une combustion lente. Pendant tout ce temps, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour remonter. Nouvel avocat. Nouvelle coupe. Nouvelle attitude. Rien n'y a fait. Les dégâts étaient irréparables. On s'est retrouvés face à face au tribunal, tous les deux en tenue correcte, tous les deux jouant les gens civilisés pendant que la vraie guerre se déroulait dans les liasses de documents entre nos avocats. Le juge était un homme âgé, cheveux blancs, regard las, le genre qui a déjà tout vu. Rien dans notre affaire ne l'étonnait. Rien ne le secouait. Il a traité le dossier comme on coche une liste de courses. Quand son avocat a plaidé pour une pension alimentaire, il n'a même pas scié. Pas avec la montagne de preuves que j'avais apportées. Reçu. Mais. Témoignage. Et même sa signature à elle, nette et parfaite, sur l'acte de vente de la maison. Signé des mois plus tôt, glissé au milieu d'une pile de papiers de refinancement qu'elle n'avait pas pris la peine de lire. Elle pensait signer les formulaires bancaires habituels. Elle n'avait même pas lu. C'est le genre de femme qu'elle était devenue négligente. Et maintenant ça lui coûtait tout. Le juge a tranché vite. Pas de maison. Pas d'argent. Pas de prestations compensatoires. Pas même un mot gentil depuis son estrade. Elle a obtenu exactement ce qu'elle s'était laissé, rien. Quand ce fut fini, elle est restée assise un peu plus longtemps que nécessaire, comme si le juge allait changer d'avis si elle restait immobile. Mais les tribunaux ne fonctionnent pas comme ça. Les décisions tombent, le marteau claque, et la vie continue sans attendre que vous suiviez. Je me suis levé, j'ai rangé les derniers documents signés dans ma pochette, serré la main de mon avocat, et j'ai pris la sortie sans me retourner. J'étais à mi-parcours du parking, le vent sec tirant sur ma veste, quand j'ai entendu sa voix. « Attends. » Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné tout de suite. Quand je l'ai enfin regardée, j'ai vu ce qu'il restait d'elle. Les yeux rouges, les mains qui se tordaient devant elle comme si elle ne savait plus quoi en faire. Elle paraissait plus petite. Comme si le monde l'avait écrasée jusqu'à la réduire de moitié. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé. Où est-ce que j'ai merdé? Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la défense. C'était juste cassé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas de pitié. Plus de colère non plus. Juste la vérité, nue. Tu as laissé la note du restaurant de l'hôtel dans ton sac, j'ai dit. Elle a froncé les sourcils, perdue au début, battant des cils rapidement. J'ai gardé la voix calme. Presque patiente. Fruits de mer et vin blanc, j'ai continué. Je n'y touche jamais. Jamais touché. Jamais touché. J'ai laissé la phrase planer. Ce n'était pas le baiser. Ce n'était pas les rumeurs. Ce n'était pas une grande confrontation. C'était une note froissée, oubliée au fond de son sac comme un déchet, qui avait fait tomber la première domino. Elle avait été négligente. Moi pas. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour discuter, mais aucun son n'est sorti. Finalement, dans la plus petite voix que je lui ai jamais entendue, elle a murmuré. Je suis désolé. Elle le pensait. Je l'ai vu. Mais ça n'avait plus d'importance. Elle a hésité, puis a demandé. Mais pourquoi aussi cruel? Je l'ai regardée une dernière fois. La femme qui avait été tout pour moi. La femme qui avait cru pouvoir mentir sans conséquence. La femme qui avait choisi la facilité, pensant que ça ne coûterait rien. Et je lui ai donné la dernière vérité qu'elle aurait jamais de moi. Parce que tu le méritais, j'ai dit. Tout simplement. Puis je me suis retourné et j'ai marché. Le bruit de mes chaussures sur le gravier était le seul son entre nous. Derrière moi, les portes du palais de justice se sont refermées avec un bruit sourd, définitif. Devant moi, une route propre.
Plus de valises. Plus de mensonges. Juste la liberté. Et je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Partagez votre opinion dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui l'a le plus blessé, perdre la maison, l'argent, son emploi ou son silence? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».